Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à tous ceux qui m'ont suivi pendant l'année de terminale. Vous avez réussi le bac, bravo. Vous avez réussi Parcoursup, bravo, ça y est. Vous êtes dans les études supérieures, dans le grand bain. Il y a beaucoup de choses qui changent et dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec vous comment réussir ces études supérieures quand on arrive du lycée, qu'on doit comprendre de nouveaux codes, de nouvelles manières de faire. Et pour ça, je vais essayer de faire le tour avec vous de 5 conseils à ne surtout pas ignorer, les erreurs à ne pas commettre, les choses à bien garder en tête. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu, ce que j'ai pas trop fait dans les précédentes vidéos, de moi. Vous savez, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée, en classe de terminale, mais j'interviens aussi dans le supérieur, à l'université, et en classe préparatoire aux grandes écoles, donc j'ai une bonne vision de la transition, de l'évolution des attentes entre le niveau lycée, terminal, et le niveau supérieur, évolution des attentes et puis surtout évolution de l'organisation parce que c'est là que tout change. Et puis bien sûr, comme vous, j'étais d'abord étudiant pendant longtemps puisque j'ai un doctorat d'histoire, je suis resté très longtemps sur les bancs de l'université et donc je vais partager un petit peu avec vous dans cette vidéo mon retour d'expérience. Premier conseil, ne séchez jamais, jamais, jamais les cours. Alors ça, c'est clairement l'erreur à ne pas commettre. En début d'année, vous allez voir, les amphis, les salles de cours sont pleines. Et plus on avance dans le temps, plus les étudiants viennent rarement au cours, plus les amphis se vident. Moi, quand j'étais étudiant en début d'année, on devait être 300 dans l'amphi, et rapidement, on était une centaine. Bon, bah clairement, la centaine qui est là, c'est ceux qui vont réussir leurs études. Et sur ceux qui sont absents, il y en a beaucoup qui vont échouer. On en parlera un petit peu après. Alors, pourquoi expliquer un tel absentéisme dans le supérieur? La première raison, c'est qu'il n'y a plus de vie scolaire. Que vous alliez en cours ou pas, à peu près tout le monde s'en fiche complètement. Il n'y a que vous-même qui pouvez le décider. Et il faut bien dire que les bonnes raisons pour sécher les cours, vous allez voir, elles vont vous paraître nombreuses et tout à fait légitimes. Par exemple, un prof qui est absent une fois sur deux, ça arrive, les profs sont à la fois profs et chercheurs, ils ont des responsabilités administratives, il y a souvent des cours qui sautent. Vous dites, à quoi bon, le cours a peut-être sauté. Non, non, mauvais calcul. Et puis vous allez voir les conseils 2 et 3, vous expliquer pourquoi un prof qui annule son cours, c'est pas forcément une mauvaise chose pour vous. Pourquoi à l'université, alors qu'il n'y a pas cours, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y aura des cours qui seront isolés, vendredi après-midi, une heure qui se promène toute seule. Il y aura des cours qui seront mauvais, en tout cas qui vous paraîtront mauvais. Vous aurez l'impression que le prof est pas clair, que vous comprenez rien. Justement, tous ces cours-là, quel que soit l'horaire, quel que soit le prof, quels que soient les problèmes, il faut absolument les suivre. Il n'y a pas le choix. Parce que l'université, c'est une affaire de code, c'est une affaire d'état d'esprit. Il faut rentrer dans l'état d'esprit des professeurs, des attentes des professeurs. N'oubliez pas que les profs qui vous font cours, ce sont les profs qui vont vous noter au partiel. Donc concrètement, à moins d'avoir assisté à leur cours, dans l'infinité des connaissances d'une matière, il est à peu près impossible de bien cerner quelles sont les attentes. Et puis les profs, pendant leur cours, vous donnent énormément de conseils, parfois un petit peu au détour d'un chemin, on ne les voyait pas venir les conseils, mais qui resteront toute votre vie. Parfois pour une heure de cours, il y a 5 minutes super intéressantes, puis 50 minutes un peu barbantes. C'est vrai que c'est très tentant de faire des cours un petit peu à la carte, d'autant plus que les emplois du temps sont allégés, donc après tout, comme il y a déjà peu de cours, pourquoi pas en mettre un peu moins, mais je vous le dis vraiment, c'est une énorme erreur. Plutôt peu de cours dans le supérieur, il faut absolument y assister, c'est ça qui va faire la différence entre la réussite et le succès. Donc pas de bonne excuse, on ne sèche aucun cours, on assiste à tout, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Vous repenserez à moi dans les longues heures pénibles des professeurs qui n'ont aucune pédagogie, mais vous verrez qu'il y a toujours des choses à y prendre, et c'est vraiment l'expérience qui parle, parce que des cours nuls à la fac, j'en ai eu beaucoup, et pourtant je pense que beaucoup d'entre eux m'ont énormément appris avec le recul. D'autant plus que vous arrivez du lycée. Pour vous, un cours bien, un cours de bonne qualité, c'est quoi? C'est un cours attrayant, dans lequel on vous communique une passion, des méthodes, où c'est très structuré, grand 1, grand 2, grand 3, comme vos bons profs de lycée ont pu faire. Bon. Au supérieur, c'est pas réellement ça. Les profs que vous avez sont avant tout des universitaires, des chercheurs. Leur domaine, c'est la recherche. Par conséquent, la pédagogie, transmettre le goût de la discipline, l'amour de la discipline, on va le retrouver parfois, notamment parce qu'il y a beaucoup de profs du supérieur qui ont fait une première moitié de carrière dans le secondaire, dans les lycées, mais c'est pas systématique. Et donc il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas de grands pédagogues, mais en revanche qui sont de grands universitaires qui vont beaucoup vous faire progresser. Donc vraiment, encore une fois, attention à ça, ne séchez aucun cours.
Mon deuxième conseil, vous allez voir qu'il est totalement lié au numéro 1, puis aussi on verra au numéro 3, c'est de sociabiliser. Sociabiliser. Vous êtes tous nouveaux en première année, a priori peu de gens se connaissent, ça peut arriver qu'il y ait des petits groupes, hein, mais globalement il y a plein de gens qui connaissent absolument personne comme vous. Il ne faut pas rater ce moment et il faut nouer des liens avec des gens. C'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on appelle la vie de campus en fait, et c'est ce qui va le plus faire la différence entre le lycée et l'université. Beaucoup d'étudiants logent dans la ville étudiante, donc il y a toute une vie qui se développe, une vie associative, une vie culturelle, une vie festive, et ce serait tellement dommage de passer à côté de ça, parce que c'est ce qui fait la particularité de l'étude, du statut d'étudiant, et puis c'est ce qui fait aussi tout l'état d'esprit du fait d'être un étudiant. Vous avez des clubs, vous avez des assos, vous avez des projections de films, vous avez des pièces de théâtre, vous avez des sorties, vous avez des fêtes étudiantes, on appelle ça les zinzins dans le Nord. Il faut vraiment y aller, parce que c'est là que vous allez prendre conscience que vous allez changer d'univers, vous allez nouer des amitiés. Aussi, vous allez, sans vous en rendre vraiment compte, nouer un réseau de gens qui, a priori, puisqu'ils étudient plus ou moins les mêmes choses, travailleront plus ou moins dans le même domaine. Et donc, ce sont des amitiés qui resteront longtemps, qui vont beaucoup vous marquer. Moi, quand j'étais étudiant, je m'étais beaucoup investi dans la vie, on va dire, représentative, un petit peu comme le CVL au lycée. J'étais représentant des étudiants d'histoire dans mon université, ça m'a énormément apporté. Vous avez peu d'heures de cours, et on attend vraiment de vous qu'en dehors de ces heures de cours, vous restiez quand même sur le campus, et que vous fassiez des choses. Travailler, mais aussi sociabiliser, vous engager, vous impliquer. Je pense qu'on apprend autant de cette vie étudiante là, dans les amitiés qu'on va nouer, dans les engagements qu'on va prendre, que ce qu'on apprend sur les bancs de la fac. Moi, j'étais fondamentalement marqué à plein d'égards par les engagements que j'ai pu prendre à l'université et par les amitiés solides que j'ai fait et qui m'ont servi jusqu'à l'agrégation, puisqu'on avait des groupes de travail super efficaces avec des gens qui, comme moi, étaient de bons étudiants, qui en voulaient. Je savais déjà avec qui j'allais pouvoir mettre en place de bons groupes. Donc, vraiment, sociabiliser. Je ne veux surtout pas que vous soyez ce type d'étudiants, c'est tellement dommage, qui prennent la voiture, ils commencent à 8h, ils sont là à 8h, ils finissent à 10h, ils rentrent chez eux à 10h. Mais non, c'est pas ça, c'est tellement dommage. Il y a tellement de belles choses à vivre, tellement de belles choses à partager sur les campus. Il faut y rester au maximum. Si vous rentrez chez vous le soir parce que vous avez la chance de ne pas être trop loin, tant mieux, mais faites des journées complètes. Et puis si jamais la sociabilisation, c'est pas votre truc, il y a un bon moyen de se faire des connaissances tout en étant parmi les meilleurs étudiants, et c'est le conseil numéro 3. Conseil numéro 3, la BU, la bibliothèque universitaire, doit devenir votre deuxième maison. Dans les universités, on a de très grandes bibliothèques qui sont en général des lieux magnifiques, avec énormément d'ouvrages, des grands open space. Si ce n'est pas le cas dans votre école, parce que c'est une université, il y a forcément une grande BU, c'est pas forcément un bon signe. Il va falloir essayer de voir autour de vous s'il n'y a pas une BU dans laquelle vous pouvez aller. Les bibliothèques universitaires ne sont pas réservées aux étudiants, à leurs étudiants, elles sont ouvertes à tous les étudiants, je dirais même à tout le monde, parce que même quand on est retraité, on peut très bien prendre une carte. Et puis aussi les médiathèques, quand on est dans des plus petites villes où il n'y a pas forcément une grande BU. Pourquoi les BU ? Pour deux raisons. C'est le principal lieu de sociabilisation. La machine à café de la BU, le snack, la cafette du BU, les rayons où vous allez retrouver des étudiants de votre discipline, de votre niveau, puis aussi de l'année supérieure, et même des doctorants, des étudiants en master. Donc vous allez beaucoup voir des têtes, des visages qui vont devenir familiers au hasard d'une journée, d'un orage, d'un travail à faire, d'une après-midi. Vous allez prendre la parole une première fois, échanger quelques mots, puis vous allez comme ça nouer rapidement des amitiés. Passez beaucoup de temps à la BU. Vous avez des emplois du temps, si vous êtes à la fac, qui sont très réduits, justement parce que toutes les heures que vous avez en plus, elles sont pensées pour étudier. Qu'est-ce que c'est qu'étudier ? C'est travailler, potasser ses livres, ses manuels, dans les bibliothèques universitaires. Ne faites pas l'erreur d'emprunter plein de trucs et de lire ça chez vous. C'est beaucoup plus intéressant de travailler dans les beaux espaces de travail des bibliothèques, de voir cette vie autour de vous, de gens qui sont tous là à venir chercher des connaissances, à vouloir progresser, à vouloir
maîtriser leur discipline, c'est là que c'est le plus enrichissant. Moi, j'étais major de promo à la fac. Je peux vous dire que le top 10 de ma promo, ils étaient tous comme moi. On était à la BU, on bossait là, et puis rapidement, on a noué des liens très forts. Autre chose, la BU, c'est vraiment la porte d'accès vers la connaissance de votre discipline, que ce soit l'économie, les maths, le sport, la géopolitique, parce qu'en fait, dans les BU, évidemment, les livres sont classés par discipline. Donc si vous êtes par exemple en histoire, bah, vous allez voir, il y aura, moi dans mon université, celle où je vais encore aujourd'hui, il y a de très très grands rayonnages sur plusieurs salles où ce ne sont que des livres d'histoire. Bah, l'objectif, ça va être rapidement, vers la deuxième année, troisième année de licence, pourquoi pas la première, de déjà savoir, quel que soit le sujet qu'on vous donne, dans quel rayon vous allez trouver les ressources disponibles. Moi aujourd'hui encore, vous me dites par exemple histoire politique du Moyen-Âge, je vois tout de suite rayon Moyen-Âge, rayon histoire politique, ok, c'est à tel endroit, et je vais chercher les 2 tomes du manuel de Rigaudière, Pouvoir et institutions dans la France médiévale, c'est le grand livre, n'importe quel étudiant d'histoire c'est ça, et cette connaissance-là, elle est irremplaçable. Acheter les livres, pourquoi pas? On peut s'acheter un petit peu de livres, acheter beaucoup d'occasions, parce que les étudiants, les manuels de référence, globalement, c'est les mêmes tous les ans. Mais n'achetez pas trop, achetez-vous des livres vraiment qui vous ont plu, qui vont être très utiles, des manuels que vous allez tout le temps utiliser, ou qui sont tout le temps empruntés à la BU, mais passez vraiment le temps à parcourir les rayons de la BU. Vous n'auriez pas assez de toute une vie pour tout parcourir. En revanche, vous allez voir que vous allez vite vous repérer, être comme chez vous, et ce sera très satisfaisant. Vous aurez vraiment une impression de maîtriser les savoirs, les connaissances, grâce à ça. Et puis en plus, vous allez vite identifier quels sont les livres incontournables, les auteurs incontournables. En général, ils sont en plusieurs exemplaires, hein, ceux que tout le monde, des générations d'étudiants ont utilisés. Donc, la BU, votre deuxième maison. Alors, le quatrième conseil, lui, il est un petit peu plus dur, mais bon, je suis obligé de vous le dire, vous devez, dès la première année, penser à l'après. Un chiffre, 57%. Il n'y a en moyenne que 57% des étudiants de première année qui passent en deuxième année. Ça veut dire que concrètement, si on veut s'en sortir, dans cette nuée d'étudiants, de milliers d'étudiants des universités françaises, et dans cette profusion de grandes écoles ou d'écoles françaises, quand on veut s'en sortir, eh ben, il faut essayer de faire partie du top de la promo. Alors sans se mettre trop de pression, parce qu'avec le nombre d'absents, ce problème d'absentéisme que j'ai dit en conseil numéro 1, c'est assez facile d'être dans la première moitié de la promo et de réussir son année. C'est pas si difficile. Mais l'enjeu, c'est pas juste d'avoir 10 de moyenne. L'enjeu, c'est d'être assez bien, assez confortable pour en avoir sous le coude et puis réussir en première année, en deuxième année, puis ensuite décrocher un master ou décrocher un concours. C'est l'objectif, hein. Si votre but c'est juste d'avoir votre diplôme tout seul, malheureusement vous n'irez pas bien loin. Donc il faut vraiment se donner, déjà réfléchir un petit peu aux différents masters qui existent. N'oubliez pas, vous pouvez très bien changer de fac, hein, en master, vous êtes dans une petite fac de province, je sais pas moi, je peux pas donner d'exemple, une toute petite ville, bah, vous pouvez très bien en master aller dans la grosse ville de la région, ou pourquoi pas monter à Paris ou à Lyon, pour des masters un petit peu plus prestigieux. Évidemment, plus le master est demandé, c'est le même principe que Parcoursup, les masters, mais avec moins de place. Hein. Donc, si on veut réussir à entrer en master, il faut faire partie de bons élèves de licence ou de bachelor, avec des mentions. Donc, pensez vraiment à l'après. Vous allez voir que tous mes conseils, en fait, s'imbriquent naturellement. Si vous passez du temps sur le campus, dans votre école, dans votre université, que vous sociabilisez, il y a plein d'informations, de choses qui vont s'échanger pendant cette sociabilisation, que vous connaissez les livres, que vous êtes à la BU, logiquement, même sans vous en rendre compte, votre niveau, il va décoller. Conseil numéro 5, la réorientation, c'est pas un tabou. Je vous l'ai dit en début de vidéo, seulement 57% des étudiants de première année en moyenne passent en deuxième année. Alors que font les autres? Il y en a à peu près 20% qui redoublent, normal, hein, le niveau est différent, il y a ce problème des absences, hein, les étudiants qui sèchent les cours, puis en fin de première année ils disent « Ah ben mince, j'ai fait vraiment une grosse erreur ». Et puis il y a aussi des étudiants qui choisissent d'arrêter. Soit ils choisissent de se réorienter, ils sont à peu près 12%, c'est quand même énorme, hein, 12% de tous les étudiants de première année vont changer d'orientation en fin de première.
Soit, et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment ce que je voudrais éviter, pour ça que je fais cette vidéo, ils vont carrément abandonner leurs études. Et malheureusement, moi j'ai connu de très bons étudiants qui se sont pas plu en première année, et plutôt que de penser à la réorientation, ils ont pensé à l'abandon, puis ils sont allés faire un truc, jeune fille au père aux États-Unis, serveur, etc. Et puis finalement, c'est des situations parfois qui ont duré. Parfois, il y a eu d'autres orientations plus tard, mais l'abandon, c'est quand même vraiment dommage, parce qu'il y a tellement d'orientations possibles. Comment se passe la réorientation? Ça peut être en fin de premier semestre, pourquoi pas, si rapidement vous avez un nouveau projet, ou ça peut être en fin de première année. On repasse par Parcoursup, il y a aussi des passerelles au sein des universités qui existent, donc il est vraiment très facile de se réorienter, et je veux dire que, je vais vous donner mon exemple, même si à mon époque il n'y avait pas Parcoursup, mais il y avait un autre système équivalent. Moi j'ai commencé par faire une prépa scientifique. J'avais commencé par faire ça, je voulais devenir ingénieur en informatique, d'où cette chaîne, j'adore l'informatique et j'adore l'histoire, la géopolitique. Et puis en prépa scientifique, je me suis dit non, mais c'est pas ce que je voulais faire, moi je voulais vraiment étudier l'histoire, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Et donc je me suis réorienté. Et après ma réorientation, j'ai très bien réussi, parce que je vous l'ai dit, j'étais dans le major de ma promo, j'ai eu la grecque, j'ai vraiment coché toutes les cases de la réussite après réorientation. Donc on peut très bien avoir une première année moyenne qui ne correspond pas à ce qu'on voulait, parce qu'on était mal informé, parce qu'on s'attendait à quelque chose d'autre, et puis réussir vraiment très bien, très fort par la suite. D'ailleurs, si vous êtes sur cette chaîne, restez, parce que pendant toute l'année, je vais faire des vidéos de présentation des différents cursus du supérieur, en lien avec l'histoire, les sciences politiques, la géopolitique. Je recevrai d'anciens élèves qui sont maintenant étudiants, on ira à la rencontre de profs, on détaillera des tas de formations, comme ça, si jamais à un moment, vous pensez à vous réorienter, ou même dans la prévision de vos masters, parce que vous pouvez faire un master en fac, et une licence en fac et partir en master à Sciences Po, il y a des passerelles, restez sur la chaîne, il va y avoir beaucoup de contenu sur ça cette année. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des conseils que je voulais vous donner. Je croise les doigts pour que vous réussissiez, ça me ferait super plaisir de savoir en commentaire où vous avez atterri finalement, après le bac et après Parcoursup. Peut-être certains parmi vous sont actuellement à Sciences Po, puisque j'ai fait beaucoup de vidéos de préparation à Sciences Po. Si c'est le cas, félicitations, bravo. Restez sur la chaîne, il y a énormément de contenu qui arrive pour les élèves de terminale, toujours, mais aussi pour les élèves du supérieur. On va essayer de faire moitié-moitié à partir de cette année. À très vite!